Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup de monde connaît. Cette sensation un peu étrange, parfois même angoissante, de sentir son propre cœur battre différemment. Cette question, elle résonne chez pas mal de gens, n'est-ce pas? Parce que c'est une expérience hyper courante. Ce sentiment soudain où on a l'impression que le cœur n'en fait qu'à sa tête. Oui, ça peut être vraiment déstabilisant. Bon, mais concrètement, de quoi on parle? Les palpitations, c'est tout simplement la perception, le fait de sentir les battements de son cœur de façon anormale. Attention, ce n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme. Et c'est justement parce que c'est une sensation, un ressenti très personnel, que ça génère souvent pas mal d'anxiété. Allez, on va creuser un peu cette sensation. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps et dans la tête à ce moment-là? Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne le ressent pas de la même manière, ni au même endroit. Certains vont sentir ça dans la poitrine, évidemment, mais pour d'autres, ça va être dans la gorge ou même dans le cou. Ça montre bien à quel point c'est une expérience qui est propre à chacun. On arrive à la question centrale. La question à 1 million. D'où ça vient? Et là, il est crucial de savoir faire la différence entre des déclencheurs tout à fait bénins et des signes qui, eux, méritent une vraie attention médicale. Alors la plupart du temps, la réponse se trouve dans notre quotidien. Prenez le stress par exemple. Quand on est anxieux, notre corps libère de l'adrénaline. C'est l'hormone du prêt à décoller, le fameux mode combat ou fuite. Et forcément, ça fait accélérer le cœur. Mais il n'y a pas que ça. Le café, un verre d'alcool, une séance de sport un peu trop poussée, ou même la fièvre, tout ça, ce sont des déclencheurs très classiques et le plus souvent vraiment sans gravité. Et c'est là qu'il faut être attentif. D'un côté, on a la palpitation bénigne. Elle dure pas longtemps, elle arrive après un café, et hop, elle repart quand on se calme. Pas de panique. Mais de l'autre côté, il y a les drapeaux rouges. Si en même temps que les palpitations, on ressent une douleur dans la poitrine, un essoufflement anormal, de gros vertiges, ou pire, une sensation de malaise imminent, là, ce n'est plus la même histoire. Ce sont des signaux qui ne trompent pas. Et dans ce cas, on n'attend pas, on consulte un médecin, et vite. Passons maintenant à la manière dont les médecins y voient clair. Loin d'être effrayant, il faut voir ça comme une sorte d'enquête logique pour comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est un détail que je trouve génial. Tirer des recommandations pour les médecins. Demander de mimer le rythme en tapotant sur une table. C'est tout bête, mais ça en dit long. Ça montre à quel point le ressenti de la personne est important. Est-ce que ça tape vite et régulièrement, de façon chaotique, ou juste des ratés de temps en temps? C'est le tout premier indice pour l'enquêteur. L'enquête commence donc par une conversation détaillée. Ensuite, l'étape incontournable, l'électrocardiogramme, le fameux ECG. C'est comme une photo de l'activité électrique du cœur à un instant T. Le seul petit souci, c'est que les palpitations sont parfois un peu timides. Elles ne se montrent pas sur commande. Du coup, il faut parfois des outils pour les piéger sur une plus longue durée. Regardez ça, c'est un exemple de tracé ECG. Celui-ci montre ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. Pour faire simple, c'est quand les cavités inférieures du cœur décident de battre à toute vitesse et de façon complètement anarchique. C'est typiquement le genre de trouble potentiellement dangereux que l'ECG permet de démasquer. Et ça illustre parfaitement pourquoi c'est si précieux d'arriver à faire un ECG pendant la crise. Et si le CG de base ne donne rien? Pas de souci, on a toute une panoplie d'outils. Le Holter, c'est un ECG portable qu'on garde 24 heures ou plus. Pour des crises encore plus rares, il existe des enregistreurs de longue durée, voire de minuscules appareils implantables qui surveillent le cœur pendant des années. Sans oublier les montres connectées modernes, qui peuvent elles aussi enregistrer un tracé utile. Le but, c'est toujours le même, faire le lien entre la sensation ressentie et ce que dit l'activité électrique du cœur à ce moment précis. Ok, l'enquête est terminée, on a un diagnostic. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien, il y a tout un éventail de solutions qui vont de simples habitudes à prendre jusqu'à des traitements médicaux. Si on découvre que c'est surtout le stress qui met le feu aux poudres, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal de clés en main. Des choses comme la respiration profonde, la méditation, bouger un peu tous les jours. Ce sont des outils hyper puissants pour calmer le système nerveux et par ricochet, le rythme cardiaque. Maintenant, si le problème est une vraie arythmie, on passe à l'arsenal thérapeutique. Il y a des médicaments, comme les bêta-bloquants, qui agissent un peu comme un frein, pour ralentir un cœur qui s'emballe. D'autres, les anti-arythmiques, sont là pour stabiliser le rythme. Et pour certains problèmes bien ciblés, on peut même faire une intervention très précise, l'ablation, qui va neutraliser la minuscule zone du cœur à l'origine du court-circuit. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la cardiologie n'arrête jamais de progresser. Pour finir, jetons un œil à une innovation qui est en train de changer la donne. Justement, il s'est passé quelque chose de très important récemment en France, au CHU de Bordeaux. C'est l'exemple parfait qui montre à quelle vitesse les technologies de traitement évoluent. L'idée est juste brillante. Ils ont combiné deux technologies. D'un côté, la radiofréquence, la technique classique, et de l'autre, une nouvelle approche, l'électroporation. Elle utilise des impulsions électriques ultra courtes pour cibler uniquement les cellules qui posent problème, avec une précision chirurgicale sans abîmer les tissus sains autour. Le résultat, comme le dit la citation, ce sont des interventions plus précises, plus efficaces et surtout plus sûres. Finalement, la vraie question, c'est peut-être tout simplement qu'est-ce que notre cœur essaye de nous dire?
Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à écouter son corps. Ne pas ignorer les signaux, bien sûr, mais sans non plus céder à la panique. Comprendre la différence entre une simple réaction au stress et un véritable signal d'alarme, c'est vraiment la clé pour aborder tout ça avec clarté et beaucoup plus de sérénité. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo santé chaque jour.